Donc, tu l'as dit, je suis architecte. Les architectes produisent beaucoup d'images et oublient souvent d'en questionner les enjeux épistémologiques. C'est ce que j'essaie de faire, d'en apporter une petite contribution aujourd'hui. Pour situer rapidement l'endroit depuis lequel je vais parler, je me base principalement sur un état de l'art réalisé dans le cadre de ce doctorat qui est en cours et donc qui prend la conception du logement collectif pour domaine. L'hypothèse de cette intervention, elle consiste à considérer l'immeuble d'habitation collectif comme un dispositif socio-matériel élaboré par et pour le projet capitaliste. Il s'agit d'en faire une brève archéologie visuelle, au sens de l'étude d'un objet de fabrication humaine, depuis sa formation au XIXe siècle jusqu'à ses horizons actuels. Travail donc, qui est partiel et sélectif, conduit en convoquant des images qui contribuent ou qui ont contribué à le rendre public. On s'interroge plus spécifiquement sur ce que peut permettre de visualiser cette imagerie quant à l'organisation matérielle des sociétés extractivistes. Donc, l'immeuble d'habitation collectif, il est fréquemment mentionné par le lexique des objets techniques, comme par exemple la notion d'artefact, de machine ou de dispositif. On emploie l'emploi de ce champ lexical comme le renvoi à deux composantes. La première étant liée à une transformation de ressources matérielles d'origine humaine, la deuxième renvoyant à la fonction d'usage qui est visée, c'est-à-dire recevoir l'habité, lui donner un ancrage, voire l'orienter délibérément. Aussi, la notion de dispositif est-elle commode pour saisir cet aménagement architectural, selon la conceptualisation qu'en propose le philosophe Michel Foucault. Il note que la formation d'un dispositif a pour fonction de faire face et de répondre à une urgence dans une situation donnée, s'agissant par là d'une intervention rationnelle et concertée d'un rapport de force, pour le développer dans une direction, le bloquer, le stabiliser, l'utiliser. L'invention moderne de ce dispositif y trouve racine au tournant du XIXe siècle, à l'heure où le monde occidental s'organise pour le projet capitaliste. Migration de la population vers les zones urbaines, division et spécialisation du travail dans des bassins d'emploi, industrialisation des procédés constructifs. C'est ce que relève le philosophe Walter Benjamin dans le livre des Passages, évoqué par la philosophe Susan Buck-Morss comme un dictionnaire historique des origines capitalistes, lorsqu'il écrit que le XIXe siècle a cherché plus que tout autre l'habitation. Il a considéré l'appartement comme un étui pour l'homme, il a si profondément encastré celui-ci dans l'appartement, avec tous ses accessoires que l'on croirait voir l'intérieur d'une boîte à compas. Est-il en effet un objet pour lequel le XIXe siècle n'est pas inventé de boîtier ou d'étui? L'immeuble de rapport en est un modèle instigateur, superposant les appartements au sein d'une même parcelle. Auparavant, la propriété du sol emportait celle de la structure, de toute la maison, pardon. Et l'idée n'était pas venue de superposer les maisons à l'intérieur d'une seule structure, écrit l'historien de l'architecture François Loyer, qui prend acte de la relation qui existe entre invention de l'immeuble de rapport et naissance du capitalisme. L'immeuble de rapport tire son nom du fait qu'il rapporte une rente à son ou ses propriétaires. La gravure intitulée 5 étages du monde parisien, qu'on voit ici, en juxtapose deux graphies que sont le dessin architectural, donc vue en coupe, dimensionné, codifié, et la caricature, déformation, exagération. Ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir les apprécier ensemble, l'un comme le miroir de l'autre. La position des habitants et des habitantes au sein de l'ensemble, la portion de logement disponible, le niveau de confort et de finition sont autant de fonctions et de traductions de la position sociale des individus. C'est ce que son auteur Bertal qualifie alors de coupe géologique de la population parisienne, selon une formulation qui trouve un écho particulier aujourd'hui. Ce que le référentiel architectural rend ici abstrait, par un trait de coupe continu et uniformément assuré, sont les matériaux employés pour réaliser l'édification, puisque ce dispositif a les carrières de pierre ou de gypse comme paysage réciproque pour emprunter la notion forgée par l'architecte et paysagiste Jane Hutton. Près de 2 siècles plus tard, l'immeuble d'habitation collectif connaît une longévité telle que la littérature en questionne le caractère immuable. Plus que dans tout autre programme d'architecture, les logiques de la rationalité économique ont en effet abouti à une forte standardisation. L'architecte et critique Jacques Lucan forgeant l'hypothèse d'un vernaculaire contemporain, commun au monde global, lié au processus d'optimisation industrielle. Si les architectes pointent volontiers des contraintes externes, qu'elles soient économiques, réglementaires ou techniques, pour justifier les habitudes existantes, l'historien de l'architecture Christian Mollet
montre que les architectes tendent à fabriquer leurs propres normes, à les intérioriser, les perpétuer. Aussi considère-t-il l'architecte comme un agent de la norme, montrant que la circulation d'images visuelles au sein de la profession via des revues, des expositions ou des prix d'architecture participe à alimenter et légitimer les normes de la production dominante. En se référant une nouvelle fois à Michel Foucault, on peut relever que le dispositif est lié à des bornes de savoir qui en naissent mais tout autant le conditionnent. L'architecte joue un rôle d'intermédiaire non neutre dans la pétrification de ce dispositif d'habitation, puisque lui ou elle-même, héritier et producteur de savoir sur son objet d'étude. Le processus de conception du projet est en effet lié à l'élaboration d'un panel de production visuelle, selon des conventions, des techniques, des outils acquis au cours de la formation. Qu'il s'agisse des techniques de dessin géométral, du point de vue en perspective, etc. Leur raison d'être consiste à méditer l'ordre linéaire du projet, je cite Karim Basbous, à médier sa forme définitive aux opérateurs du chantier, enfin à médiatiser l'ouvrage édifié auprès de la profession, de clients potentiels, d'acteurs politiques. Dans la mesure où le logement est le lieu du privé, il est expérimenté par le public au moyen des images visuelles qui en sont diffusées, soit autant de représentations construites du réel, l'activité représentative étant liée à un ensemble de voiles, d'opinions, mais aussi de savoirs et de techniques qui produisent des biais et des déformations. Je cite ici le philosophe Jean-Marc Bess. Dans l'ouvrage La publicité du privé, l'historienne de l'architecture Béatrice Colomina va jusqu'à avancer l'hypothèse d'un déplacement de la pratique opéré au cours du mouvement moderne, depuis l'édification dans le monde physique vers la fabrication d'images destinées à être médiatisées, lieu d'élaboration de réalités nouvelles. Elle pointe ici chez Adolf Loos des effets de cadrage, de mise en scène et de manipulation des images par les architectes pour construire un certain regard sur leur production. Parallèlement à une dynamique de pétrification, la production de l'habitation collective est donc ponctuée de moments de réinterprétation, d'instauration, au gré de l'évolution des sociétés, de leur mode de production et de leur représentation du monde et d'elles-mêmes. C'est ici Daniel Pinson. La sociologue Monique Eleb fait par exemple état de rupture lorsque de nouveaux objets entrent à l'intérieur du logement. À l'heure où le raccordement en masse des énergies gaz et électriques s'accompagne de nouveaux appareils ménagers, donc le four, les plaques de cuisson, le réfrigérateur, l'économiste Christine Frédéric applique la doctrine tayloriste de l'organisation scientifique du travail au sein de la sphère domestique afin d'en optimiser le fonctionnement. Ces travaux sont poursuivis en 1926 par l'architecte et designeuse Margaret Schuttel-Liotsky pour concevoir la cuisine de Francfort, considérée comme la pionnière des cuisines équipées, instaurant une nouvelle pièce dans le logement. Elle est présentée lors du deuxième congrès d'architecture moderne de 1929 à Francfort, où 10 000 exemplaires sont installés au sein de familles ouvrières dans un contexte de pénurie post-Première Guerre mondiale. La même année, le manifeste Befreiungswohnen de Siegfried Guédion s'appuie sur le pouvoir argumentatif des comparaisons visuelles, mobilisant une large variété de graphies pour énoncer l'idéologie moderniste de l'habitat, qui témoigne d'une volonté de maîtrise de la nature. Un logement baigné de lumière, aéré et ouvert. L'invention du grand ensemble au cours de l'expansion économique dite des 30 glorieuses fait également partie de ces moments d'instauration, si ce n'est qu'on la doit à l'initiative conjointe d'une marge des architectes et de l'État, et qu'elle est permise par le recours à de nouveaux éléments préfabriqués et à la technique du chemin de grue. L'historienne de l'art, Raphaël Berthaud, montre que cette, je la cite, politique fiction française est soutenue par une production visuelle abondante, relayée au sein de la presse générale et spécialisée, dans le cadre d'expositions, etc. Je la cite ici. L'image participe de la mise en œuvre d'un discours, partie prenante d'un dispositif médiatique alliant le texte et l'image dans une mise en scène spécifique, dans l'organisation graphique des publications ou dans l'espace scénographié des expositions. L'autrice propose de qualifier cet usage de l'image comme projectif, je la cite de nouveau, un outil de naturalisation d'une fiction fondée sur un contexte d'énonciation spécifique.
L'autrice montre qu'à partir des années 80, les images spectaculaires de dynamitage des grands ensembles retrouvent une visée projective, fondée cette fois-ci sur le renversement du mythe, déconstruisant la fiction moderne sur son propre territoire iconographique. À travers ces quelques exemples choisis, on saisit la puissance et le pouvoir de nuisance de ces productions visuelles, les besoins et les désirs qui les animent, pour emprunter le vocabulaire de Mitchell, fonction de leur contexte de production et de diffusion. On prend également acte de la position singulière des architectes dans ce processus, les conventions, les injonctions avec lesquelles elle doit composer, mais aussi sa responsabilité quant à la production et la légitimation d'une certaine organisation matérielle des sociétés humaines. Le domaine de la construction porte donc une place centrale dans les bouleversements à l'œuvre de l'habitabilité terrestre, ce que concourt à caractériser la notion de capitalocène attribuée au géographe Andreas Malm, désignant la responsabilité du capitalisme extractiviste. Une part des architectes semble rejoindre cette conception du monde, à l'image de l'Office of Uncertainty Research, qui, dans le cadre de l'étude A House Deconstructed, cherche à rendre sensible l'étendue des ressources extraites, déplacées, stockées, transformées et assemblées pour concourir à la production d'une habitation à l'heure d'un capitalisme mondialisé. La classification employée, selon 4 référentiels que sont la provenance géographique, donc en haut, les matières à droite, le temps géologique en bas et les forces de travail à gauche, tente de lever l'opacité des processus rendus abstraits par la conception. Cette prise de conscience, tout en anthropocentrée qu'elle est, s'accompagne toutefois d'un dilemme clairement énoncé par l'architecte et critique Charlotte Malterbart. Pour la citer ici, elle dit que si le logement est à la fois un droit humain et la tâche clé de l'architecture, comment faire la part des choses entre le besoin de logement et la pratique destructrice de la construction? Alors que le logement cristallise un problème quasi existentiel pour les architectes, entre pénurie de l'offre et conscience de la raréfaction des ressources, la réutilisation et la transformation du cadre bâti existant offrent de nouvelles perspectives. En France, Lacaton et Vassal ont été des contributeurs essentiels à ce repositionnement, fabriquant un regard nouveau sur ce qui est déjà là, jugé digne d'intérêt au titre d'une énergie grise déjà dépensée, qui peut s'exprimer par la formule « tout est patrimoine ». D'abord avec une étude théorique en 2004, qui visait à démontrer les qualités et le potentiel de transformation des grands ensembles au moyen de collages projectifs, puis avec des réalisations rendues emblématiques par les prix qu'elles ont reçus. La transformation de la tour Bois-le-Prêtre en 2011, qui aura cette année-là le titre de l'Écart d'argent, ou la Cité du Grand Parc à Bordeaux, saluée à l'occasion du prix Pritzker, qui est souvent cité comme l'équivalent du prix Nobel en architecture. Ce consensus en faveur du réemploi de l'existant est désormais rejoint par un nombre grandissant d'architectes, dans ce que certains nomment comme un printemps de la réhabilitation. Les architectes se précipitent sur les appels d'offres, tranchant avec une réticence historique de la profession, liée à la difficulté de se défaire de la figure de l'architecte créateur, en dépit d'une demande croissante et d'une promotion institutionnelle dès les années 90. Les intérêts financiers ont fini par converger avec l'intérêt des architectes au tournant des années 2020, trouvant là un marché à conquérir et de nouvelles perspectives de croissance, les architectes cherchant à leur tour à capter l'attention de ces clients potentiels. Si les images qui circulent des projets de transformation sont massivement reprises dans les médias spécialisés et ponctuées de commentaires optimistes, on est finalement en position de questionner l'ambiguïté des réalités qu'elles cherchent à instaurer, entre promesses d'un avenir meilleur, esthétisation cynique d'une privation subie, accréditation d'un énième stade du capitalisme fossile regardant le monde au prisme de ressources à exploiter. Et si cette imagerie offrait finalement un intermédiaire épistémologique pour mieux comprendre les besoins contradictoires qui s'affrontent, les différents désirs de futur qui cherchent à advenir. Je vous remercie.